Je vais essayer d'être rapide, même si j'ai pas mal de slides. En fait, le travail que j'essaie de présenter, c'est une impulsion, sans doute pour d'autres que moi, sur la question de l'intelligence artificielle. Alors, si tu peux passer slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, je pars de ce constat qui est que l'intelligence artificielle, beaucoup de monde s'en préoccupe, c'est devenu un sujet à la mode, mais il y a deux manières d'en parler, et notamment à l'université. La première, c'est un discours général sur sur la technologie en elle-même. Ce n'est pas mon objet. L'enjeu ici est simplement de dire que l'intelligence artificielle en tant que technologie est révélatrice d'une nouvelle phase d'innovation. Et c'est d'essayer de savoir où en est la région, où en sont les écosystèmes d'innovation et quels sont les freins qu'on est susceptible de dépasser. Alors, slide suivant, s'il vous plaît, ce rapport est le produit à la fois d'un travail d'enquête que j'ai revalidé, qui a été fait par une charmante dame qui s'appelle Mademoiselle Haddadi, qui a réalisé un travail finalement assez très difficile d'enquête pendant la période Covid. Je l'ai revalidé, je l'ai complété par un certain nombre d'entretiens pour proposer quelque chose qui relève de l'analyse. Alors, slide suivant. Alors, vous avez ici la liste des entreprises qui ont été ce que je pense avoir, c'est des résultats qualitatifs ou, si vous voulez, des hypothèses qui n'ont aucune prétention à l'économétrie. Joud va me regarder avec un sale œil, mais qui me semble significatif d'être au moins un support de discussion et d'un travail complémentaire. Voilà. Alors, les points abordés dans le rapport, c'est simplement une petite discussion sur la techno qui est actuellement, que j'ai observée, et j'ai simplement posé la question, l'intelligence artificielle, qui est en fait représentative des technos qu'on appelle industrie 4.0, quelles sont les spécificités, les similitudes par rapport aux autres technologies d'un point de vue qui est celui du management de l'innovation. Ce n'est pas un point de vue technologique, et essayer de voir comment s'y joue ou s'y joue plutôt mal l'effet écosystème. Je parle d'écosystème ici régional. Voilà, et bien évidemment, l'idée, c'est derrière, y aurait-il des actions? Est-ce qu'on peut faire le slide suivant? Ça doit être un titre. Voilà. Alors, la première chose que je voulais dire, et là-dessus, bon, c'est un discours. D'abord, l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les entreprises se présente finalement, et donc on aurait à la limite rien à dire en tant que chercheur en management de l'innovation, comme une technologie, comme une autre. Si tu peux continuer le slide, c'est sympa. Voilà. Alors, je détaille ça. Qu'est-ce que nous avons rencontré qu'est-ce qu'on rencontre dans les entreprises actuellement, ce qui se met en place? C'est un ensemble de technologies classiques sous forme d'applications informatiques et centrées sur des technologies maîtrisées, c'est-à-dire le niveau 1 de l'intelligence artificielle. Le slide suivant, s'il te plaît, voilà. Essaie de schématiser. Alors, c'est très, très large, c'est très simplifié, très discutable, mais cela donne une idée de ce qui se met en place aujourd'hui. L'intelligence artificielle, c'est essentiellement du deep learning, du machine learning ou du machine learning renforcé, c'est-à-dire par apprentissage de l'environnement. Ce que cherchent les logiciels, c'est soit des patterns, c'est-à-dire des récurrences parmi des données structurées, un peu comme les analyses en composantes principales, mais très sophistiquées. Le deep learning, c'est la même chose, mais à partir de données non structurées, c'est-à-dire des textes, des images. Et par renforcement, ça veut dire c'est par retour vis-à-vis de l'expérience de l'environnement.
Bien, l'intelligence, alors ça, voilà ce qu'on rencontre dans les entreprises et essentiellement ce qu'on recherche, ce qu'on rencontre quand on dit intelligence artificielle, ce sont les deux premières technologies, s'il vous plaît. Le deuxième, voilà. Euh, et là, il faut tout de suite, bon, tout de suite mettre les points sur les i. Ce n'est pas le discours que l'on entend sur l'intelligence artificielle qui est celui d'une substitution radicale de l'homme par la machine. Ce discours ne concerne pas encore les entreprises, pas en tous les cas. Ce qu'on observe, c'est donc ces projets-là. Par exemple, l'IA médicale qu'on a observé, c'est simplement des projets concernant la partie administrative. Bien, on a observé dans des entreprises, des startups, la partie imagerie médicale, mais c'est encore peu opérationnel. Et ce qui domine, c'est de l'optimisation de processus, l'implantation de fonctionnalités techniques dans une logique d'explicabilité. Ça, c'est un point très important, c'est-à-dire que un point qui est très fréquent, sauf dans quelques cas, c'est que les projets supposent qu'il y ait dans l'intelligence artificielle toujours une maîtrise intellectuelle de la part de l'homme ou de l'entreprise sur les processus qui se déclenchent dans le logiciel et que l'entreprise peut maîtriser. Prenez un exemple d'une start-up avec une belle faute d'orthographe, qui n'est pas la start-up qui vient de réussir son introduction en bourse, mais c'est Believe.ai. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle introduit la représentation visuelle dans le retail, c'est-à-dire globalement les représentations imagées de toute votre installation pour optimiser votre intervention. Donc là, on voit très clairement que c'est la volonté qu'il y a toujours souvent la rationalisation derrière et donc le maintien. C'est une chose qu'on voit régulièrement. Le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ce slide suivant, il décrit donc une certaine déception par rapport à l'IA si on lui attribue la promesse de remplacer l'homme. En fait, ce qui se passe est quelque chose de très classique. Et ça, c'est de très classique dans l'univers. Vous avez ici une courbe du hype avec la voiture autonome qui a beaucoup d'intelligence artificielle. Il y a toujours ce cycle d'une techno qui apparaît, à qui on donne le bon Dieu sans confession, et puis qui déçoit parce qu'elle n'apporte pas tout ce que les publicitaires ont dit. Et les labos scientifiques, en matière de publicité et de mauvaise publicité et de com délirante, ne sont pas les derniers. Hein. Il faut pas, le monde a changé depuis un certain temps. Et après la descente du col de la courbe, vous avez la remontée, c'est-à-dire la digestion par le système industriel qui utilise la techno à un certain nombre de fins importantes. Et donc, cette partie-là de descente de la courbe est là où se constituent les savoir-faire et les savoir-faire qui seront cumulatifs. Donc, ça veut dire que nous sommes dans cette période-là, s'il vous plaît, slide suivante, où commencent à se situer, se construire les savoir-faire qui seront importants. Et il est important de savoir que les projets que nous avons rencontrés, ils sont presque tous dans les grandes entreprises. Voilà le petit schéma qu'on a fait nous dit, voilà les personnes qu'on a rencontrées, sont tous des projets, soit dans les grandes entreprises, soit dans les startups qui se situent en offreurs de services. Et donc, ce sont des projets qui se constituent dans une logique industrielle classique. S'il vous plaît, un slide suivant. Donc, en fait, ce que l'on rencontre, et là-dessus, à la limite, on devrait dire, il n'y a rien à dire, terminé. Voilà, vous avez des projets avec une AMO classique dédiée, avec on appelle, enfin, il y a là des choses comme ça, avec des mots branchés, mais c'est toujours une assistance maîtrise d'ouvrage qui implante des projets utilisant l'intelligence au travers d'applicatifs et qui sont généralisés si les cas expérimentaux sont perçus comme positifs.
Bien. Alors, par rapport à ça, la question qui est posée très souvent sur l'intelligence artificielle est celle de son impact sur le travail et sur l'usage. Alors, la plupart des personnes interrogées mettent en avant le fait qu'il y a de l'impact, un impact fort sur l'organisation du travail. On va voir de façon un peu différente, mais c'est souvent putatif. C'est pas encore, on ne l'observe pas encore. C'est encore des impacts anticipés. Ce slide suivant et ce qu'on observe et là, je vois, on observe surtout dans les grands projets qui sont ceux industriels ou bon, médicaux, vous voyez le type de projet qui est mis en place dans ce qu'on a pu observer dans le système économique, gestion prédictive des stocks, collecte d'informations pour les dossiers. Bon, c'est l'air de rien, mais c'est apprentissage automatique pour la détection des fraudes. Ça, c'est dans la fintech. Codage des pathologies, ça, c'est imagerie médicale, c'est peut-être le sujet qui est le plus porteur, c'est-à-dire non pas se substituer au médecin, mais apporter une vision statistique sur les images que donnent les examens et qui vous permettent de resserrer les diagnostics. Et je sais de quoi je parle. Ça commence à être, c'est pas encore en cours, mais c'est d'une importance capitale pour la médecine qui utilise de plus en plus ces choses-là. Slide suivant, et c'est la première conclusion. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, dans l'intelligence artificielle, on voit deux types de développement se faire. Dans l'univers tertiaire, bon, prenez un département de marketing ou une société de mutuelle ou des choses comme ça, l'IA s'attaque en fait directement à l'activité du gestionnaire ou même d'un cadre, c'est-à-dire qu'elle fait une partie de son travail. C'est l'image du médecin. Vous passez un scanner, le médecin, théoriquement, dans quelques années, on va voir à quelles conditions, va avoir des indications sur votre image qui n'aura pas lui-même trouvé. Et il va faire son diagnostic aidé. Là, la problématique est celle de l'adaptation directe de l'acteur et notamment l'usage des outils. C'est une problématique qui est maîtrisée, maîtrisable. Dans l'univers industriel, on a peu ça, même s'il y a l'image du cobot et du robot. En fait, la problématique, ce sont des processus organisationnels, c'est-à-dire que processus techno-organisationnels, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle rentre directement dans le système technique, le déforme et l'acteur s'adapte à ce système industriel. Bon, vous pouvez avoir un exemple, c'est dans telle entreprise, le système industriel inclut maintenant une IA qui repère les dysfonctions, les défauts sans intervention humaine. Bon, voilà ce qu'on voit. Et de ce point de vue-là, c'est d'un point de vue de management de l'innovation, hein, l'IA n'apporte pas grand-chose de nouveau qu'on ne connaisse déjà, c'est-à-dire, par exemple, dans le tertiaire, on va avoir à tous les coups un processus de dualisation de la main-d'œuvre avec une montée en compétences en valeur ajoutée de l'acteur qui maîtrise l'IA et une banalisation de certaines activités. Slide suivante. Et donc, si vous voulez, nous, il n'y a rien à dire. Ce qui est à dire, par contre, c'est qu'il y a des spécificités dans l'introduction de l'IA qui posent problème et sur lesquelles une équipe de recherche devrait se positionner, surtout une équipe de recherche comme nous, centrée sur la région. Et je fais attention, et là ici je vais opposer un peu la région à l'Europe ou à la France. Si on peut continuer, le slide suivant. Voilà, alors je vais faire d'abord un révélateur. Ce qu'on a surtout interrogé, c'est le type de coopération qui se nouait. Bien évidemment, James, Jude, Benjamin, vous savez pourquoi on pose cette question, c'est derrière, c'est est-ce que vous êtes en relation avec Loratec, etc.
la réponse est très claire. D'abord, les projets d'IA se font rarement seuls, c'est-à-dire que l'entreprise ne maîtrise pas les compétences. Deuxièmement, s'il vous plaît, slide suivant, il y a une structure de relation qui est essentielle, qui est souvent formelle, contractuelle et peu de relations informelles. Ça veut dire qu'il y a une faible logique de construction commune de savoir-faire et qui est centrée essentiellement sur les entreprises. Peu avec des laboratoires privés, vous voyez, assez peu avec l'université, mais et assez peu avec les incubateurs. C'est des relations, bon, très clairement, c'est j'utilise des sociétés de services en maîtrise d'ouvrage, du Capgemini, des choses comme ça, Atos, etc., pour implanter mon service. Voilà. Ça, les suivants, s'il vous plaît. Et quand on voit, non, juste avant, quand on voit la localisation des coopérations, on s'aperçoit que quand on compare, eh bien, il y a peu de coopération régionale, sachant que quand même, les entreprises lilloises en assistance maîtrise d'ouvrage cherchent à avoir des coopérations avec la région. Vous avez des antennes régionales de toutes les grandes sociétés de services. Et c'est avec elles, c'est essentiellement elles dont on parle dans ces coopérations. Ça veut dire qu'il y a relativement peu de dialectique entre les entreprises régionales, même celles qui ont leur siège à Lille et donc qui maîtrisent les dispositifs, les projets d'intelligence artificielle et les offres de services régionaux. S'il vous plaît, si elle est souvent, Capgemini Lille, ça appartient à la France. Hein, pas... Alors ici, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de start-up. Je vous en donne simplement cinq exemples qu'on a rencontrés. Mais cela veut dire que les startups que vous avez, il y en a peu qui se trouvent véritablement en B2B. La seule qui a cette logique-là qu'on a rencontrée, c'est Psycho Research, qui est issue de Compiègne et qui cherche à se situer en processus qualité par intelligence artificielle, mais qui est encore une très petite société. Suivant, donc vous avez voilà, voilà, et donc vous avez une dynamique propre et ce qui se passe, c'est une dynamique propre à la deep tech qui passe par-dessus l'échelon régional. Alors de ce point de vue, pourquoi ce qu'on voit globalement, alors il y a deux choses à noter. Il y a deux choses à noter. La première, et ça, c'est une hypothèse, mais je ne pense pas, je pense qu'elle commence à être validée. Ce n'est pas, et ça, c'est quand même un espoir considérable, tout le monde le dit, hein, on n'est plus dans l'univers dominé par la Silicon Valley. Vous avez en Europe un début, je parle d'un début, mais vous avez une forme d'alignement des planètes qui commence à se mettre en place et qui concerne l'intelligence artificielle. L'alignement des planètes avec des écosystèmes qui maintenant sont relativement mûrs. Bon, vous avez entendu parler de Vivatech, des Cocorico à Vivatech. Ils sont pas surfaits, hein, ces Cocorico. Parallèlement à une politique économique massivement centrée sur l'investissement. Et ça, c'est propre à l'Europe. Et ça, c'est un bon point, et notamment sur l'intelligence artificielle. Bon, c'est les projets européens, mais pas seulement. Tous les grands pays sont dans des logiques d'investissement qui ne peuvent que renforcer cet écosystème. Et dans un univers où, d'une part, l'autonomie stratégique est un enjeu et où les grands majors sont dans une situation politiquement difficile. Je crois que, bon,
j'allais dire, on ne mesure pas à quel point les majors vont être attaqués par les systèmes étatiques jusqu'au jour, ça durera dans 3-4 ans sans doute, ou 4-5 ans, où les Américains arrêteront de les attaquer pour se rendre compte euh, de la perte d'avantages comparatifs qu'ils risquent d'avoir. Mais enfin, toujours est-il que dans ce contexte-là, ce qu'on observe, si on regarde bien les projets, c'est que, et dans les logiques d'innovation, c'est qu'il y a un déplacement du lieu de formation de la valeur par rapport aux mécanismes d'innovation qu'on a connus et qu'on connaît bien à Euratech, c'est-à-dire un endroit où la valeur de l'innovation se fait directement dans l'entreprise, qui attaque le marché en B2C et qui est directement international. Vous connaissez le discours. Aujourd'hui, dans ces domaines-là, la valeur se forme beaucoup moins dans l'idéation que dans le développement. C'est le financement du développement sur lequel insistent les acteurs, et dans une logique qui est une logique d'intelligence collective, mais beaucoup plus sur l'inventivité technique, ce qui change les données du problème. Par exemple, et ça je parle pour notre paroisse, les vieux de la vieille savent que quand on a lancé le co-design à l'ICEN, on s'est ramassé complètement face aux professeurs techniques. Mais les enjeux sont quand même de développement d'intelligence collective dans la techno, dans les univers techno. C'est là que la valeur se crée et c'est là que la partie se gagne ou se perd. Et dans ce contexte-là, on a besoin de faire appel à un potentiel de compétences important. C'est ce qu'expliquait le rapport Villani il y a quelques années, qui disait, voilà, les entreprises qui introduisent l'intelligence artificielle, eh ben, elles se tournent vers les Américains. C'est plus exactement ça, mais elles se tournent vers les nationaux, c'est-à-dire les Parisiens, et en laissant un peu de côté l'écosystème, ce qui est un peu gênant pour nous. Si, le slide suivant. Et on va là. Bon, alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Bon, il y a un enjeu de compétences technologiques. Alors là, il faut quand même rappeler là-dessus, il ne faut pas plaisanter. Il y a un enjeu de compétences techno, donc scientifico-technique, qui est, enfin, j'allais dire, tout le monde le dit, c'est ici. Ici, l'avantage comparatif dans une logique d'innovation, elle se fait à ce niveau-là, c'est-à-dire la capacité de maîtriser les outils qui se développent. Et ça, bon, globalement, ça prend, c'est les écoles d'ingénieurs qui pourvoient ces compétences. Slide suivant, s'il vous plaît. Avec un point particulier, et là c'est quelque chose, pour l'intervention précédente, c'est ça qu'il faut mesurer. Vous avez une inversion de la polarité et des disciplines dominantes. Vous avez de l'interdisciplinarité dans ces compétences, mais c'est les mathématiques qui prennent le pas sur l'informatique. Et derrière les mathématiques, l'ingénierie. Donc théoriquement, la capitale de l'intelligence artificielle dans le monde, ça devrait être Paris. Et il y a effectivement une remontée, notamment de l'écosystème de Saclay. J'attire votre attention sur le fait que les écoles d'ingénieurs, la carrière d'ingénieur n'est plus une carrière hautement valorisée chez les lycéens, les meilleurs lycéens, qui ont tendance à aller vers HEC, vers les écoles de commerce, et c'est des choses qui se jouent là. Mais enfin, toujours est-il que c'est ça qui se joue. Il y a effectivement un problème de masse de compétences à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? Alors, ça se mesure par le fait que tous les acteurs qu'on rencontre mettent le doigt sur cette question. On ne peut pas aller plus loin, on a des besoins en compétences et il y a des tentatives de formation en interne dans la part des entreprises. Mais la formation d'entreprise, tout le monde sait que c'est dans le projet qu'elle se mène.
Bien sûr, il y a des formations internes qu'il faut avoir, mais elles doivent être liées à la pratique et à un savoir-faire qui se construit. Et deuxièmement, s'il vous plaît, malgré et il y a derrière tout ça, on a pu constater, c'est le dernier point, c'est qu'on a pu constater qu'il y avait une forme une formation régionale non négligeable. Alors, on a répertorié 80 formations, pas exagéré, ça ne donne pas des acteurs capables de rentrer des polytechniciens au sens historique, mais ça donne, ça veut dire qu'il y a quand même une potentialité de main-d'œuvre locale. Alors, la question qui se passe, slide suivante, c'est celle-là. C'est que derrière, il y a derrière ce mécanisme, ce que moi j'ai observé, c'est des acteurs isolés dans les entreprises, les gens qui sont maîtrisés, assez isolés, qui n'arrivent pas à faire une dialectique de montée en compétences. Typiquement, un acteur qui va à Lille, qui introduit dans une boîte de cybersécurité l'intelligence artificielle, ça devrait être très porteur. Qui il a autour de lui? Il a quelques stagiaires de l'ICEN. Point. Euh, et c'est à ce niveau-là que les choses se jouent, avec on a un manque de positionnement scientifique spécifique d'acteurs qui pourraient impulser ces dynamiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action massive. Il y a eu un petit réseau sur l'intelligence artificielle qui s'est monté, mais il est mort pendant le Covid. Et il n'y a pas, à ma connaissance, par exemple, d'alliance des écoles d'ingénieurs de la région. Et les actions se font en solo, y compris chez nous, dans l'université catholique. Alors, voilà, ici, on voit que l'écosystème ne spontanément, tel qu'il est structuré, n'aide pas à l'implantation de l'intelligence artificielle, alors qu'il y a des opportunités. Bon, je peux en voix off, vous avez des boîtes deux usines de batteries qui sont en train de se mettre en place. Vous imaginez la masse de technologies, de compétences et de montée en compétences, d'innovation qui vont se produire dans ce processus industriel où il s'agira de faire des batteries de haut de gamme. Bien, par rapport à ça, quelle est la réponse de la région en matière de start-up et des choses comme ça? Elle n'est pas au niveau, elle est pas au niveau de la création d'usines. Ce qui fait que ces usines risquent d'être polarisées par le national. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà le premier chose. Le deuxième point qui est particulier, et là-dessus, c'est une caricature. Vous allez voir laquelle. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle a ceci de spécifique, elle travaille sur les données. C'est-à-dire que globalement, toutes les technos dans une usine de batterie, par exemple, dans une usine automobile, est théoriquement centrée sur le matériau qu'on fait. On prend de l'acier et on le fait en une caisse qui roule à 300 km/h, entre guillemets. Et tout le système est organisé pour fabriquer ça. Ici, dans l'IA, on agit sur ça que de façon indirecte. L'objet de l'IA, c'est de travailler sur les données autour du processus industriel. Et donc, il y a de la création de valeur, mais il y a deux choses. Il y a d'une part de la création de valeur issue de ces données, et deuxièmement, le problème majeur pour les entreprises, c'est l'accès aux données. Bon, prenez un exemple, mais c'est le même que sur l'exemple des médecins. Prenez pourquoi les majors de la Silicon Valley n'ont pas pu doubler les automobilistes traditionnels en matière de conduite autonome, par exemple. Pourquoi? Alors qu'ils auraient pu leur mettre 3 longueurs d'avance, parce que il faut accumuler des milliards et des milliards de données que seule la mise à disposition, un parc automobile roulant
peut produire. Donc, vous voyez, le mécanisme de l'avantage comparatif se fait sur la production avant le traitement de données. Deuxièmement, globalement, ça c'est l'histoire de Pfizer avec Israël, l'avantage comparatif maintenant dans les processus médicaux est lié à la capacité à connaître des milliers à connaître des cas. Alors, et ces données ne sont pas indépendantes d'enjeux politiques et éthiques. Et alors là, ici, il y a un problème d'accès aux données que l'entreprise peut gérer dans un premier temps, mais pas forcément dans un deuxième. D'une part, il y a nécessité d'un management spécifique des données et d'une formation à ce management, chose qui n'existe pas, et si j'ai bien compris, qui n'existe pas, y compris à l'ICEN, mais qui dépasse le métier souvent de l'entreprise utilisatrice. Vous avez des startups, notamment Neimer, qui est une des licornes françaises, qui a une antenne à Lille, avec qui on pourrait travailler parce que l'antenne, elle est située au réseau. Bon, c'est une entreprise qui fait quoi? Qui produit des données d'environnement sur tout le bâti d'une ville. Bon, et bien évidemment qui va vendre ces données rationalisées, ou plus exactement vendre le service à l'entreprise qui l'utilise, par exemple des entreprises d'assurance. Donc là, c'est un métier spécifique. Il y a un management des données que l'entreprise qui devrait travailler pour l'entreprise, mais qui n'existe, qui n'est pas encore vraiment constitué. Qui envoie des coopérations et qui est forcément coopératif. Bon, prenez l'exemple du fameux Covid Tracker. Pourquoi il y a Covid Tracker? Parce que l'État français, et ça c'est une grande idée, a mis ses données en open data. Et Covid Tracker, c'est un gars qui a simplement réussi à travailler correctement les données en open data. Ou des coopérations politiquement organisées. Et j'aimerais quand même vous rappeler qu'ici à Lille, il y a une boîte qui s'appelle OVH, qui est considérée comme le plus grand espoir de concurrence des GAFA du point de vue français. C'est pas rien, et qui a fait un choix politique de travail du cloud et donc des données. Notamment en disant l'avenir appartient à ceux qui respecteront la privatisation, le caractère privé des données. Donc, c'est pas n'importe quoi. Vous avez donc des éléments importants sur cette question-là, qui en tant que telles sont des actions collectives, un peu à la manière de ce que nous a expliqué Benjamin, dans la région. Mais par rapport à ça, je ne vois aucun travail spécifique des gens qui devraient s'en occuper. Slide suivante, sans doute aussi par et voilà, donc voilà les deux conclusions. Il y a, là c'est Octave Klaba, et je cite Octave Klaba, hein, donc c'est pas rien, c'est pas neutre ce qui se passe autour d'OVH actuellement. Et la deuxième conclusion, c'est celle-là, c'est que nous avons aujourd'hui une ouverture des planètes qui se mettent en place avec la possibilité d'investissement, slide suivant, très forte de la part des entreprises. Il y a donc la possibilité d'infléchir les écosystèmes d'innovation vers des technologies de ce type, mais cela ne pourra se faire sans des actions
concerner, bon, allez, on va le dire, de la technocratie en nous mettant dedans. Et ça ne peut pas se faire sur la voie spontanée donc, sur laquelle a misé Ratec, c'est-à-dire je crée un incubateur, j'attends que les projets arrivent, les projets je les sélectionne, etc. Il y a des actions volontaristes à faire dans les deux domaines qui sont à la fois les compétences et la gestion des données, qui nous semblent relever des acteurs externes dans lesquels je me mets. C'est pour ça que je conclue sur où en est l'université. Dernier slide. Dernier, dernier slide, s'il vous plaît. Voilà. Je rappelle que grâce quand même, et bon, c'est pas parce que j'étais son bras droit que je le dis, grâce au management du changement, au management de Pierre Georgini, il y a un positionnement dynamique de l'UCL, de l'Institut surtout, dans les disciplines qui sont des disciplines tertiaires de droit et d'économie de management sur cette question de l'intelligence artificielle. Bien, préparer nos gens au métier de demain. Ce positionnement est moins volontariste dans nos écoles d'ingénieurs et je regrette profondément. Par rapport à ça, la question que je pose, c'est est-ce que l'université est à même de tenter de voir un rôle dans un tel